Badr Saoudi. Et nous sommes ce matin avec notre invité Dina El-Hlou, qui est coach holistique, même si c'est une casquette qu'elle aime je ne dis pas à contester, mais à parfaire, parce qu'il y a effectivement différentes façons, différentes appellations qu'on peut donner à ce type d'accompagnement. Ce matin, nous parlons des conséquences du désalignement, ou de l'importance de l'alignement. Et c'est vrai que c'est un mot qui revient dans un certain jargon. Mais pour le commun, ou pour ceux en effet qui ne sont pas familiarisés, ce sont des choses bien précises dans la vie. Lorsqu'on sent qu'on n'est pas là où il faut être, et lorsqu'on sent que il y a la nécessité d'entreprendre un certain nombre de changements dans son existence, et puis on sent que quelquefois les forces nous en empêchent, ou les nécessités de l'extérieur nous y contraignent. Dina El-Hlou, bon, ça c'est pour la petite introduction de notre sujet, mais je te dis tout d'abord bonjour. Bonjour Badr, je suis ravie d'être là aussi avec nos auditeurs, encore une fois, merci pour l'invitation. Tu parles d'alignement, c'est vrai que c'est un mot qui devient très commun aujourd'hui et qu'on utilise beaucoup dans l'accompagnement. Alors c'est vrai, c'est important d'amener une définition, aligner à quoi. Moi je préfère aussi le terme cohérence. J'aime le terme cohérent parce que pour moi c'est un peu plus pragmatique. Être en cohérence, que ce qu'on fait soit en cohérence avec ce que l'on est. Voilà, qu'il y ait cette on va dire cette façon organique d'être soi, d'être authentique et de répondre aussi à ses aspirations. Donc tu as parlé au début du burn-out, un manque de cohérence avec ce que l'on est, ce que l'on aime, l'appel de notre cœur, de notre âme, va sans aucun doute nous amener à une dichotomie dans notre vie, pas seulement sur le plan mental, mais aussi sur le plan physiologique. Oui, voilà. Le corps parle, le corps ne ment jamais. Alors ça c'est pour l'info, le corps ne va jamais nous mentir. Tout simplement, l'exemple que j'aime donner, c'est que quand on a faim, quand on a soif, c'est vrai, si j'ai soif, je vais boire. Mon corps ne me dit pas tu as soif alors que je n'ai pas soif. Voilà. La même chose pour nos besoins naturels. Donc, le corps ne va jamais nous mentir, et en même temps aussi le corps a une mémoire incroyable, c'est-à-dire tout ce que nous vivons est imprimé dans la mémoire de notre corps. Oui. Oui. Et nous héritons parfois aussi d'autres mémoires. Des mémoires transgénérationnelles. Et donc quand on parle d'alignement, ou comme tu aimes le dire, ou de cohérence, le corps va parler quand nous ne sommes pas en cohérence avec nos aspirations, avec qui nous sommes. Oui. Mais, comme tu as dit, parfois on est obligé, mais parfois c'est une conséquence d'un conditionnement qui a eu lieu depuis la petite enfance. Ça va venir au conditionnement, parce que le conditionnement, il y a un conditionnement dans la nature. Il est physique, on a des prédispositions pour faire ceci ou cela, il y a des corps qui sont faits pour porter beaucoup de poids naturellement, et puis il y a des corps plus agiles, plus flexibles. Il y a aussi la mémoire de l'ordre qui traverse notre psyché, et sur ce dernier point, Dina El-Hlou, tu évoquais à l'instant la cohérence, et ce qu'on peut constater, c'est que quand on observe les signaux qui sont envoyés par le corps, il est difficile d'y retrouver cette histoire-là, où la suite, la continuité entre guillemets, la non-cohérence qu'on observe dans sa vie, et parfois le surgissement de maladies, ou de mal-être, ou parfois des fatigues chroniques, on se sent dès le réveil, parfois fatigué. Et effectivement, pour faire le lien, ou retracer toute l'histoire, il y a beaucoup de schémas qui sont manquants. Parce qu'on ne nous apprend pas que notre bien-être mental et physique est relié directement à ce que l'on fait. On va penser que je vais être dans un métier qui ne va peut-être pas me convenir, mais qui
qui est le bon, parce que j'ai été conditionnée par mes parents à être le bon petit garçon modèle, ou la petite fille modèle, premier de la classe. Je rentre dans une grande école de commerce, j'ai le chemin tracé, parce que c'est le chemin du succès, c'est le chemin de la réussite, alors qu'au fond de moi, ce n'est pas du tout ce que je suis, mais je vais éteindre, ou plutôt je vais me fermer, et je vais nier cet appel qui vient du plus profond de mon corps et du plus profond de mon âme surtout, parce que c'est ridicule, c'est pas du tout à ça à quoi je suis préparée. Moi, je dois réussir, le chemin de la réussite, c'est obscur. Voilà. Et donc à ce moment-là, le corps va parler. Et quand le corps parle, c'est là où je vais revenir à ce que tu as dit, je ne vais absolument pas faire le lien, parce que je ne sais pas qu'il y a un lien entre ce que... Donc c'est ce que je veux dire par cohérence, parce qu'il y a une incohérence intrinsèque entre ce que je fais et ce que je suis, mais moi je ne vais pas faire le lien parce que je ne sais pas qu'il y a un lien. Et disons, pour être ou avancer sur le chemin d'une plus grande cohérence pour soi-même, il faut apprendre, entre guillemets, il faut faire cet apprentissage d'Inal Hello. Mais si on essaie de l'incarner par des exemples, autour de soi, on a toujours senti que certaines personnes se plaisaient davantage dans leur vie. Et pour ce qui concerne les chemins de conformité qu'on a pu observer, beaucoup ont fait des études d'ingénieur. Au bout de 5 ans, ils ont fait des écoles prépa, des études d'ingénieur, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Et puis, à un moment de leur vie, c'est toute autre chose qui... Soit ils vont entendre cet appel, soit ils vont le laisser émerger, soit ils vont le laisser émerger, soit effectivement, on peut rester dans une sorte de contrôle et apprendre à, entre guillemets, se détacher de ce que l'on fait. Oui. On va se détacher mentalement, mais le corps, lui, ne se détache pas. Tu peux te détacher en te disant non, mais moi ce que je fais, je suis obligé de le faire, blablabla, etc. Ok, donc je vais continuer, mais le corps, lui, ne se détache pas, il va continuer à parler. Parce que le corps, il ne se trompe jamais. Moi, je considère que quand on utilise notre corps comme un compas intérieur, on a beaucoup plus de chances d'aller vers ce qui nous convient. Maintenant, il y a le danger de l'inconnu, de la peur. Parce que là, ça veut dire aller dans un... Il n'y a pas de filet de sécurité. Il n'y a aucun filet de sécurité. Il n'y a pas de filet de sécurité. Et puis, compte tenu aussi de la pression, du conditionnement familial ou social, on entend énormément de gens dire « mais ça va pas, tu vas pas aller faire de la musique, tu vas pas aller te mettre à peindre alors que tu es avocat, alors que tu es ingénieur, mais ça va pas, mais tu vas pas aller faire de la naturopathie ou tu vas pas aller faire ton trek au Toubkal, alors que... » Donc on entend, il y a toutes ces résistances socio-culturelles, et donc il y a cette dichotomie en nous, et parfois on va dire oui à ces résistances, et on va continuer, mais le corps il va crier encore plus fort. Mais bien entendu, mais pourquoi est-ce qu'on les entend? Parce que ceux qui font entendre ce type de conseils, il y a parfois de la bienveillance ou le désir de protéger, à tout le moins. Il y a parfois aussi la justification parfois de leur propre abandon par rapport aussi... Oui, d'avoir abandonné leurs propres rêves. Peut-être. Parce que il y a toujours des chemins plus sécures. Et quand on prêche la sécurité pour les gens qu'on aime, c'est une façon d'insister sur l'affection qu'on leur porte. Et c'est souvent un discours qu'on entend dans la famille. Je vais revenir à ce terme de sécurité. Parce qu'il m'interpelle énormément. Où y a-t-il réellement de la sécurité? On pense que nous sommes dans le contrôle, on pense que nous maîtrisons tout, mais n'importe quoi peut arriver à tout moment. Donc de toutes les façons, il n'y a pas un seul être humain qui ne va pas affronter un jour ou l'autre un ouragan, une tempête, une insécurité. Okay? C'est la vie. Et donc cette illusion de croire qu'un métier va me donner une sécurité, après, quand je vais affronter mes maladies ou quand je vais affronter, comme on dit, le cancer, où est la sécurité? En réalité, la sécurité, c'est illusoire de croire qu'elle est entre nos mains.
Le course de la vie, c'est toujours une fin tragique, donc bien entendu, ça c'est certain. Mais on fait rarement, voire jamais le lien. On se dit c'est un mauvais signe de la providence. Le cancer n'est jamais associé au choix que nous avons fait. Et pour autant, je ne crois pas que ce soit tout à fait un hasard d'avoir des récurrences de maladies plus importantes à telle ou telle époque. Écoutez, c'est très simple. Quand on va aller au travail tous les jours et qu'une fois par mois, on a une migraine ou qu'on a ce qu'on appelle des petits accidents, aucun accident n'est vraiment anodin. On le dit, il n'y a pas de hasard. Donc ce sont des petits réveils, des petits coups de pouce pour nous remettre sur le chemin de notre mission de vie, pourquoi nous sommes réellement là. Et on entend beaucoup de ces histoires, comme tu as dit, mais pour la plupart des gens, ils pensent que ça n'arrive qu'aux autres. Le fait d'avoir réussi à réaliser leur rêve. Ou c'est un coup de chance. Ou les planètes se sont alignées. Mais c'est pas fait pour moi-même. C'est vrai que ce sont des histoires de films qui sont inspirantes, mais ce sont des histoires de personnes qu'on rencontre. Moi, je peux vous dire que ce pas des histoires de films. Dans mon accompagnement, je peux vous dire que j'accompagne énormément de gens. Et depuis maintenant presque 20 ans, 2026, ça fera 20 ans, et je peux vous dire que j'en ai entendu des centaines d'histoires comme ça. Pas 5, pas 10, pas 20, des centaines. Bon, en 20 ans, c'est beaucoup, je sais, mais sincèrement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Bien entendu, on en voit autour de soi, donc reste à savoir aussi comment amener dans les meilleures conditions les transitions qui nous semblent les plus nécessaires pour notre propre existence. Parfois, l'inspiration, on la trouve au travers d'une conversation, d'une musique, d'une inspiration. C'est le moment où on va faire entendre la respiration musicale, justement. Et on va se retrouver, bien sûr, après le flash d'information qui nous sera présenté dans quelques instants par Karine Droné. Et ceux qui souhaitent échanger avec nous, n'hésitez pas à nous joindre au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous prenons la suite de notre émission des experts. Nous sommes ce matin avec Dina El-Helloul et nous évoquons les conséquences du désalignement. Ce sont des choses qui se traduisent concrètement par des signaux qu'envoie le corps. Alors, encore faut-il les décoder, et s'il fallait illustrer par des exemples comment le corps envoie, entre guillemets, des messages, ou comment est-ce qu'il peut nous indiquer qu'il s'agit pour nous de prendre d'autres tournants dans la vie. Il va avoir mal. Tout simplement. Des douleurs vont se manifester, elles vont paraître anodines, des douleurs au ventre, alors on va prendre quelque chose pour... aller chez les spécialistes. Voilà, et puis ça fait le bonheur des médecins, ça c'est sûr. Être en dissonance avec qui nous sommes, les médecins sont ravis. On va avoir des migraines, on va avoir des petits accidents qui peuvent paraître anodins, mais qui ne le sont pas, parce que le corps va parler. Au début, il va chuchoter, ça va être petit. Et après, ça commence à devenir un peu plus fort, plus intense. Et puis, c'est comme être dans une relation qui ne nous convient pas. C'est quand on est dans une relation avec une autre personne, qu'on est malheureux ou qui ne nous convient pas, le corps va parler. Et puis, il y a aussi parfois le sentiment qu'on avance dans la vie, Dina El-Helloul, on se dit que la désillusion, c'est le mot ou c'est le devenir de tout ce qu'on a pu désirer. Et on a voulu, par exemple, se marier, et puis le mariage tel qu'on l'avait figuré est tout autre dans la traduction réelle de ce que l'on vit. De la même façon, on a voulu toute sa vie, par exemple, on a pensé qu'il fallait faire un certain nombre d'études pour exercer un certain type de métier. C'est ce que tu as dit, on a voulu, non. On a pensé qu'il fallait, et tu as très bien fait de faire la différence, parce que on pense qu'il faut. Alors, on appelle toujours les gens à dire combien de fois vous vous dites par jour il faut que je fasse ça, il faut que je pense comme ça. Et tout le temps on est dans ce dialogue interne où on est en train soit de se pousser, soit de se juger, soit de se critiquer. Ça fait mal au corps. On a mal. Et donc ça va se traduire aussi par des réveils nocturnes. Et puis ça peut éventuellement se traduire, bien entendu, par un burn-out. Donc le burn-out n'est pas toujours lié aux conditions extérieures. Voilà. C'est pas toujours la conséquence d'un management toxique. Non. Les conséquences de la vie de la façon avec laquelle effectivement le travail
est organisée. Mais c'est parce que peut-être que justement, je n'aime pas ce travail. Je vais juste raconter un exemple, ça m'est arrivé une fois. C'était en 2008 et j'ai pensé qu'il fallait que, pour des raisons particulières, qu'il fallait que je rentre dans une entreprise, que je sois, on va dire, que je me conforme à ce qui paraissait être ce qu'il faut faire parce que j'avais mon fils et que j'avais justement cette peur d'insécurité, qu'il me fallait des entrées d'argent régulières, donc j'ai voulu rentrer en entreprise. Ça a duré exactement 9 mois et ça s'est terminé par une rage de dents. Une rage de dents. C'était extraordinaire, j'ai tout de suite compris, après la rage de dents, j'ai posé ma démission. Et ce n'est pas que l'entreprise n'était pas bien, tout était bien, mais je n'étais pas du tout alignée avec qui je suis. Je n'étais pas en cohérence avec l'appel de mon âme. Et donc ça c'était extraordinaire. Après ça, je n'ai jamais eu mal aux dents. Oui, et ceux qui acceptent entre guillemets cette brutalité vis-à-vis d'eux-mêmes vont toujours percevoir effectivement ce que j'entends à l'instant comme étant une douce rêverie qui est agréable à certaines oreilles, mais qui est bien éloignée de la dure réalité. Dina Hello. Or, tu le disais pour autant, ceux entre guillemets qui sont à leur place, ça se perçoit, c'est perceptible entre ça se sent et c'est perceptible et on se dit que les conditions ont pu être extrêmement favorables, qu'ils les ont menés là où ils sont. Et puis il y a aussi quelque chose sur lequel je voudrais qu'on revienne, c'est parfois le gouffre qui sépare ce qu'on imagine être les choses telles qu'elles devraient se passer. On parlait parfois d'une relation. On imagine le mariage, si on a des parents qui ont vécu de façon très harmonieuse d'une certaine façon, et puis son propre itinéraire peut être tout autre. Et de la même façon, on a imaginé je ne sais quelle profession, le journalisme, le fait d'être ingénieur, le fait d'être chercheur, le fait d'être enseignant. On a imaginé une forme d'idéal, et puis la traduction réelle, entre guillemets, c'est une désillusion, c'est moins que ce qu'on avait espéré, parce que pour avancer quelque part, parfois on a besoin de figurer dans son esprit un jardin d'Éden. Et la vie, depuis qu'on est né enfant, effectivement, se charge de rectifier, de redresser, de corriger d'une certaine façon. On se dit, peut-être que si je fais autre chose, et c'est le désir de beaucoup de personnes qui peuvent nous écouter ou peut-être se retrouver dans ce que nous lisons, au bout d'un certain moment, on se dit, on devient méfiant par rapport à ses propres appels, par rapport à ses propres désirs et par rapport à ses propres volontés. On se dit peut-être que la déception, c'est le lot c'est ce qui nous attend en bout de course. Et effectivement, on va beaucoup plus être sensible au chemin qu'on essaie de baliser, à la sécurité, à la peur de revivre entre guillemets des déceptions nouvelles. Dina Hello. Ta question. C'est une objection que je retrouve dans les conversations de ceux qui effectivement se posent des questions d'ordre professionnel et qui ressentent un mal-être sans pour autant trouver les ressources nécessaires, le courage pour entreprendre ce qui leur semble important. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui est très 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 commun. Mais justement, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est lié au conditionnement inconscient que nous avons reçu de notre environnement socio-culturel, de ce qu'il faut être, de ce qu'il faut faire pour arriver au succès, pour être bien, etc. Et donc aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On le voit bien d'ailleurs chez les jeunes. Avant, la sécurité, c'était de rester 25 ans dans la même entreprise. Aujourd'hui, il n'y a pas un jeune dont l'ambition est de rester 25 ans dans la même entreprise pour pouvoir avoir sa retraite. Ça n'existe plus. Okay. Aujourd'hui, être agile, changer, c'est enrichir sa vie, c'est explorer de nouvelles avenues, et c'est pour ça que nous sommes faits en réalité. Nous sommes faits pour vivre pleinement la vie. Donc, explorer aussi nos envies, on est très souvent tiraillé entre ce conditionnement socio-culturel et
générationnel. Oui. Ok, on l'entend énormément. Il y a eu cette petite musique qui n'est pas entre guillemets qui n'est pas de destination heureuse pour celui qui n'a fait beaucoup de sacrifices dans sa vie. Absolument. Ouais. C'est la petite musique qu'on entend. C'est qu'il faut sacrifier quelque chose. Alors, moi, j'aime pas dire tellement le mot sacrifice. Je dis toujours, si on veut, qu'est-ce que je suis prêt à abandonner ? Parce que pour avoir quelque chose de nouveau dans ma vie, il faut que je sois prêt à abandonner quelque chose. Parce que sinon, c'est trop rempli. Donc, si je veux, est-ce que je suis prêt à abandonner ma sécurité pendant un certain temps pour explorer justement ce rêve que j'ai, ou est-ce que je peux le faire en parallèle ? J'ai aussi certaines personnes qui étaient très malheureuses dans leur travail, mais leur travail leur donnait cette liberté financière de faire ce qu'ils aimaient réellement. Et donc, il fallait juste travailler pour créer cet alignement, comme tu aimes le dire, en disant finalement, j'aime mon travail parce que mon travail me permet d'avoir cette liberté et de faire ce que j'aime vraiment. Et à ce moment-là, ils ont retrouvé une harmonie dans leur travail parce que ils ont vu que leur travail leur donnait cette liberté. C'est la même chose qu'on essaie de dire à nos enfants quand ils sont petits. Maman, j'ai pas envie d'aller à l'école, c'est dur, c'est ceci, j'aime pas la prof, j'aime pas ceci, j'aime pas cela. Mais quand on parle aux enfants, on leur disait, mais en passant par ce travail, par cette discipline, ça va te donner la liberté d'avoir des choix, de pouvoir te réaliser et faire ce que tu as envie de faire plus tard. Et c'est la sécurité minimale que pensent accorder les parents à leurs enfants, en essayant de baliser le chemin au départ pour que par la suite... On ne peut baliser le chemin de personne. Et puis je vois, il n'y a pas d'enfant qui n'est pas traumatisé. Donc moi, le mot traumatisé, il est galvaudé parce qu'on est tous traumatisés et nos enfants le seront par nous. Ok. Le principal, c'est de faire le mieux que l'on peut et de ne pas intervenir dans leurs choix. C'est quelque chose de très difficile et très difficilement audible pour un parent parce qu'il est chargé de bienveillance vis-à-vis de ses enfants et dans sa perception le parent effectivement il pense que ce qui a été bon pour lui le sera nécessairement pour... Et probablement pas, ça ne le sera pas. Ok, ça ne le sera probablement pas. Il y a toujours des dégâts. Parce que en étant le meilleur parent que l'on peut être, on traumatisera notre enfant par notre bienveillance ou notre surplus d'amour, parce que l'enfant se construit par rapport à la résistance qu'il aura avec nous. Donc c'est comme ça qu'il va développer son muscle aussi de résilience. La bienveillance, entre guillemets, ça fait baisser la volonté qu'on a de résister. Vous savez, l'époque où on élevait les enfants rois, j'espère que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Bon, moi, c'est fini, mon fils a 31 ans, donc je suis plus là-dedans. Mais élever les enfants où les enfants dirigent la maisonnée, moi je suis pas pour. Je l'ai jamais été. Oui, mais d'où l'intervention ou l'interventionnisme entre guillemets des parents qui va infuser jusqu'au choix de vie qu'on va faire. Là, je t'arrête. Ah. C'est-à-dire mettre des limites, mais ne pas intervenir dans le choix des enfants, dans le choix de vie des enfants. Ça, c'est très important. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir un père qui était quand même d'une autre génération. Il aurait eu 100 ans aujourd'hui. Je peux vous dire que toute ma vie, je l'ai entendu me dire « Le principal, c'est que tu fasses ce que tu aimes. » On est traumatisé par ses parents, on a parfois de la gratitude. Ça veut pas dire qu'il m'a pas traumatisé. On a aussi beaucoup de gratitude à leur égard. Il est 10h47. On va faire entendre la respiration musicale et on prendra notre conversation dans quelques instants. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin avec Dina Hello. Et nous restons ouverts toujours à l'échange si vous avez des interventions à faire entendre ou des témoignages. Certains effectivement sont force d'exemple parce que il en faut de courage parfois pour entreprendre des changements qui nous paraissent nécessaires dans sa propre existence. Et vous pouvez nous contacter jusqu'à midi au 05 22 95 36 70 ou 80. Nous parlons ce matin de la nécessité d'avoir un certain alignement dans son existence. Et effectivement, il y a des
façon de voir les choses qui sont beaucoup plus propices à, si on les écoute, à nous pousser, entre guillemets, à écouter cet appel d'Ina al-Helou. Et quand on observe, on a pu observer des centaines de personnes qui ont pu, dans leur existence, mener à bien les changements qui leur ont fait du bien, est-ce qu'il y a des recettes ou est-ce qu'il y a, entre guillemets, une disposition d'esprit favorable? Je rigole parce que tu as lu mes pensées. Incroyable. Écoute, justement, c'est pas des dispositions favorables, mais il y a un travail à faire. On peut faire un travail, et c'est un travail que j'aime faire moi personnellement tous les ans, et beaucoup de mes étudiants, de mes clients me demandent toujours de leur envoyer. C'est un document que j'ai avec des questions d'introspection. Et si tu le veux, je te l'enverrai. Avec des questions d'introspection à faire avec soi, prendre le temps et peut-être prendre même une semaine pour y répondre tous les soirs, un peu faire cette réflexion, ce dialogue interne mais en conscience parce que on est en train d'écrire pour répondre à ces questions qui nous concernent, qui concernent notre vie. Et on n'a rien à prouver à personne. Personne ne va nous écouter ou nous voir ou nous entendre dire ce qu'on est en train de dire. C'est ce dialogue interne qui est avec nous-mêmes. Et une de ces questions, elle touche toujours un peu le bilan des 12 derniers mois. Moi, j'aime bien faire des bilans. Je ne suis pas du tout comptable. Je suis loin de là, d'ailleurs. C'est pas du tout mon domaine. Mais j'aime faire des bilans de vie, de voir est-ce que j'ai été en alignement, comme tu aimes le dire, quels ont été les challenges que j'ai pu dépasser, quelles ont été les résistances auxquelles j'ai cédé, et avoir cette conversation avec moi-même en toute transparence et en toute honnêteté, c'est-à-dire que ça demande beaucoup d'honnêteté avec soi, et c'est très dur, il ne faut pas croire, parce qu'on est en train d'écrire. On est bercé d'illusions vis-à-vis de soi. Voilà, et on est en train d'écrire, et parfois cela peut faire émerger énormément d'émotions, parce que on est à nu face à soi. Et donc c'est un document que j'ai avec des questions que je me pose, enfin tous les ans, mais que j'enrichis aussi depuis 2004. Et je pense que c'est ce qui m'a permis d'être le plus souvent à l'écoute de mon corps, donc de ce compas intérieur. Parce que Dieu sait que j'ai été en dissonance dans ma vie, ce qui est normal, parce que être en dissonance aussi fait partie du chemin de vie, car il permet ces leçons de vie. Parfois, il faut savoir ce que je ne veux pas faire pour aller vers ce que j'aime faire. Oui, on a deux boussoles dans l'existence émotionnelle. On peut ressentir de l'attraction ou on peut sentir de la répulsion. Absolument. Et certains, effectivement, ont besoin de bien sentir les répulsions qu'ils éprouvent pour, entre guillemets, prendre des virages contraires. Il y a une chanson que j'aime beaucoup qui est de Baz Luhrmann, qui est basée sur un discours qui a été fait par je ne sais qui dans une graduation aux États-Unis. Et à un moment donné, je l'écoutais en boucle, j'adorais cette chanson qui s'appelle Wear Sunscreen. Peut-être il pourra me la faire écouter, mais les paroles sont extraordinaires parce qu'il te dit parfois tu sais ce que tu veux faire toute ta vie depuis l'âge de 8 ans, et pour d'autres, jusqu'à 40 ans, ils ne savent toujours pas ce qu'ils aiment faire, mais ils vivent quand même heureux parce qu'ils suivent les différents mouvements de leur cœur et de leur âme vers là où ils vont aller. Donc c'est pas tant la destination qui est importante, mais c'est le voyage, ce voyage de vie que nous vivons. Et donc, moi, il m'a fallu 40 ans pour savoir exactement ce que j'aimais faire. Mon fils, il savait à 8 ans qu'il voulait être architecte. C'est deux chemins complètement différents. Donc il n'y a pas de mal à ne pas savoir tant qu'on est sur un chemin d'apprentissage de soi, de découverte de soi, pour aller vers ce qui est vraiment l'appel. Alors moi j'ai entendu un compas intérieur, et puis l'appel, et puis le corps nous parle. Et effectivement, pour certains, quand on observe ceux, entre guillemets, qui vont être sensibles
à ces signaux qui sont envoyés par le corps, on y est sensible. Soit on va écouter, soit on va suivre cette inclination, soit on va la repousser. Mais quand on observe effectivement ceux qui ont ce courage-là, est-ce qu'il y a des ingrédients? Parce que la question est de savoir, beaucoup de ceux qui nous écoutent vont se dire, est-ce que je suis fait de ce bois-là? Il faut trouver des ressources en soi-même pour prendre des décisions et aller vers l'inconnu, dit Al-Hello. Il y a deux manières, il y a toujours deux impulsions pour nos décisions. Il y a une impulsion qui va être d'expansion et une impulsion qui va être de contraction. Donc moi, ce que j'aime beaucoup cultiver, c'est le discernement. Pouvoir discerner si l'expansion que j'ai, elle ne vient pas de mon ego ou d'une partie de moi qui n'est pas alignée avec moi, ou alors si elle vient vraiment de l'intérieur de moi, qui vient du plus profond de moi. Et l'autre impulsion, c'est l'impulsion de contraction. Je vais faire quelque chose parce que j'ai peur que cela arrive ou que cela n'arrive pas. Donc il y a toujours deux impulsions pour nos décisions. On peut expansion, contraction. Et le compas, c'est cultiver le discernement pour savoir qu'est-ce qui nous pousse à prendre cette décision versus celle-là. Bon, c'est une courte... il n'est pas de conclusion pour notre conversation bonjour, mais il n'est pas interdit non plus de retenir certains éléments qui nous permettent, entre guillemets, de mieux percevoir les raisons pour lesquelles nous avançons dans telle ou telle direction. Alors, la nôtre est toute tracée à 11h. Ce sont des informations qui nous sont présentées par Moulad Baba. Et nous reprenons sur notre émission des experts. Ce matin, nous sommes avec Dina El Hello, qui est coach holistique. Et je voudrais qu'on poursuive l'esprit de ce que nous disions. Alors, on passe par le discernement et par la réponse, entre guillemets, sincère vis-à-vis de soi-même, un certain nombre de questions, et ça peut nous amener peut-être à prendre les bons virages. C'est quelque chose quelquefois d'instinctif, et ce n'est pas nécessairement un passage oublié quand on observe la trajectoire de ceux qui trouvent le courage nécessaire pour prendre, je le disais, les virages ou les tournants importants de leur existence, dit Al Hello. C'est quelque chose d'utile, mais sur la force de l'exemple, les centaines de personnes, entre guillemets, qui ont pu trouver ces ressources nécessaires pour changer de vie, quand ils en ont eu le désir. Et est-ce qu'il y a... Avant d'en avoir le désir, il faut en prendre conscience. Il faut prendre conscience qu'il y a une dissonance dans ma vie. Il faut prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Même si de l'extérieur, et c'est le cas pour beaucoup, tout paraît parfait, entre guillemets. Parce que de l'extérieur, on peut dire, mais regarde, cette personne, elle a tout pour être heureuse. Elle a le meilleur job, la meilleure famille, son couple, tout paraît parfait de l'extérieur. Mais très souvent, à l'intérieur, c'est craquelé, voilà, pour certains. Pour certains qui ne sont pas en cohérence avec qui ils sont. Et donc là, de l'extérieur, tout peut paraître bien, mais le corps va parler. D'ailleurs, le mot la maladie vient de mal a dit. Voilà. Et c'est la même chose en anglais, ils disent is. Donc c'est exactement pareil. Donc quand il y a une dissonance, elle va se traduire dans notre santé mentale ou physique. Et là, à ce moment-là, est-ce qu'on va faire le lien ou pas? Rarement. D'ailleurs, le mal parle, et puis on va rarement effectivement cheminer du premier coup ou reconstituer facilement. Et il y a différents archétypes. Et effectivement, certains, disons, ont cette capacité de discerner plus aisément ce qui arrive et à décoder, entre guillemets, plus facilement ce qu'ils sont prêts à accepter ou à refuser. Ou alors on va aller à ce que tu as dit tout à l'heure, quand tu as dit qu'il faut avoir le courage de. C'est-à-dire qu'il faut le courage de, c'est-à-dire qu'il faut affronter cette peur. Parfois la peur prend le dessus parce qu'il y a un conditionnement qui est très très ancré, qui est très fort, qui peut être un conditionnement parental,
Moi, il y a une chose qui m'érisse les poils, c'est quand on dit toujours à son enfant « fais attention, fais attention, fais attention », eh ben, on crée de la méfiance. On crée de la méfiance dans l'inconscient de cette personne qui va grandir méfiante de tout et de tout le monde. À force de dire « fais attention, tu ne dois pas faire confiance à tout le monde. Fais attention, quelque chose de mal va t'arriver. Attention, tu vas tomber. » Alors cette personne grandit avec une peur qui est ancrée au plus profond d'elle-même. Elle aura beaucoup plus de mal à suivre ce qui va lui faire du bien dans sa vie parce qu'elle va être omnibulée par cette peur. Elle va être guidée par cette peur. Et il faut du courage. Et le courage, c'est affronter cette peur et parfois on a besoin d'aide pour. Et à l'inverse, il y a des terrains favorables. Le courage ne s'enseigne pas. Il se montre, et souvent lorsque on a pu, dans sa trajectoire de vie personnelle, observer des personnes qui ont fait preuve de courage dans leur existence, c'est quelque chose qui est contagieux positivement. Et l'inverse, la méfiance est contagieuse négativement, dit Nelhelou. Et ce sont des ancrages qui sont très très puissants et qui vont faire que le moment venu, on va accepter le mal qui nous vient, ou les signaux négatifs que le corps peut envoyer, ou qu'on va, entre guillemets, les refuser ou puiser des ressources en soi-même pour prendre les décisions qui nous semblent extrêmement importantes pour nous-mêmes. C'est pas facile pour tout le monde, ça je peux le dire. Vraiment, pour certaines personnes, ça va être vraiment très très difficile et parfois ils vont avancer, ils vont faire 2 pas en avant et 3 en arrière. Parce que ça fait peur, parce que ça risque de tout foutre en l'air, de tout bouger dans leur vie, parce que ça ne les concerne pas que eux. Oui, quand on a des enfants, il y a des enfants, il y a un mari ou une femme, il y a une famille, il y a une responsabilité, puis il y a aussi cette forme de loyauté. Oui. On se dit toujours, est-ce qu'il y a quelque chose d'adolescent dans cette envie-là ? Mais dans l'adolescence, on songe souvent à l'intensité de la vie. Et c'est pour ça que c'est un âge à lequel on se réfère. Mais il y a en même temps un manque de clairvoyance qui y est associé. C'est un moment où dans la construction humaine, dans les chemins de vie, l'intensité s'accompagne aussi d'errements. On n'est jamais terminé. On est toujours, comme on dit, work in progress. On est toujours en train d'avancer. C'est la loi de la nature, c'est la loi de l'univers. Ni je suis la même femme que j'étais il y a 1 an, ni 5 ans, ni 10 ans, ni même il y a 3 mois, ni je serai la même femme que je suis aujourd'hui dans 1 mois, ou dans 6 mois, ou dans 1 an. Donc il y a une évolution permanente, constante. La seule constance, c'est la transformation et le changement. Moi je dis toujours, puisque de toutes les façons tout va changer, autant que je prenne les rênes et que j'essaie de guider mon chemin de vie vers ce qui doit me convenir. Parce que de toutes les façons, les aléas de la vie vont me rattraper. Je vais avoir à affronter des choses qui vont être imprévues et qui vont développer en moi des ressources que je ne sais même pas que j'ai. C'est pour ça que quand on observe des parcours de vie autour de soi, ceux qui subissent parfois un changement draconien ou drastique, pour eux c'est une providence divine. Parce que pas sur le moment, pas sur le moment, mais a posteriori, on se dit quelquefois c'était une chance finalement, ou c'était pour le mieux, parce que on a été débarrassé d'être à l'initiative du changement qui nous est tombé dessus. Comme tu aimes des choses un peu, on dit toujours, on regrette ce qu'on n'a pas fait, mais on ne regrette jamais ce qu'on a fait. Donc prendre le risque, essayer quelque chose, aller dans l'inconfort de l'inconnu, ça peut paraître vraiment intense et ça peut faire peur, mais on ne le regrettera jamais parce que de toutes les façons, ça sera toujours un apprentissage et une leçon. Oui, j'espère que ces paroles vont infuser, parce que c'est un état d'esprit qui, quelquefois, simplement donne plus de saveur à l'existence. Et la musique en fait partie de ce qui donne son sucre à l'existence. On va en profiter à nouveau et on va se retrouver dans quelques instants pour la suite de notre émission des experts. Et nous sommes avec notre invité Dina, qui est coach holistique et dans l'accompagnement en voie des histoires de vie. Et
de ce point de vue. Certaines sont inspirantes. Dina El-Helloul, bon, on ne peut pas citer des personnes, des exemples. Il y a des films, il y a autour de soi des histoires ou des parcours inspirants. Ce sont des parcours inspirants. Et je reviens à la question qu'on avait entamée il y a de cela quelques instants, à savoir les ingrédients qui font que le terrain est favorable, ou le terrain qu'il s'agit de construire pour soi-même, pour faire ce chemin de courage et avoir, disons, les ressources nécessaires pour prendre des décisions qui s'imposent ou qui sont de nature, effectivement, non pas ruisseler, mais d'une certaine façon à infuser positivement dans son existence. Notre vie dépend de la qualité de la relation que nous avons avec nous-mêmes. C'est la première relation que nous avons, c'est celle que nous avons avec nous-mêmes. Donc la qualité de notre vie va dépendre de cette relation à soi. Alors comment nourrir, cultiver cette relation de manière à ce qu'elle soit harmonieuse, alignée, cohérente, productive, créative. C'est un travail de tous les jours. Et c'est un travail à faire en conscience. Mais certains n'ont pas nécessairement la feuille de route pour que le jardin, entre guillemets, son petit jardin à soi, soit dans l'état le meilleur, Dina El-Helloul. C'est un choix. C'est un choix à faire. C'est les choix, enfin c'est les choix que nous faisons. Nous prenons des décisions, nous faisons des choix tous les jours. Donc c'est une décision à prendre, c'est un choix à faire. Quelle est ma priorité ? Parce que la relation que j'ai avec moi-même va directement influer dans ma relation à l'autre, oui, mais aussi dans ma qualité de vie. Si je me réveille le matin avec la première chose que je vais me dire en me disant « Mon Dieu, encore une journée, je suis fatiguée, j'ai pas envie d'aller au boulot, comment ça va se passer ?» En ayant ce genre de pensée, je peux vous garantir que ça ne sera pas une super journée. Mais quand on se réveille, si je me réveille le matin en ayant la banane avec moi-même et en me disant « Waouh, je me sens bien, comme on dit, alhamdoulilah, je suis en bonne santé, je marche, je respire, je vis, j'ai mes deux mains, j'ai mes deux pieds, j'ai un cerveau qui marche et je vais aller faire... j'ai de quoi manger, j'ai un toit au-dessus de la tête et en plus j'ai des gens qui m'aiment et j'ai beaucoup de gens que j'aime, ma journée sera différente. Okay, ça c'est vraiment une base. Mais si je veux aller au-delà pour justement dessiner cette feuille de route, la question que je vais me poser le matin c'est: est-ce que je suis enthousiaste à l'idée face à la journée que je vais avoir aujourd'hui? Est-ce que je suis contente de ce que je vais faire aujourd'hui? Alors si la question est oui, je me réjouis de ce qui va m'arriver aujourd'hui, même si je ne sais pas du tout ce que c'est. Moi je crois beaucoup en les affirmations et en instaurant justement cet état d'esprit. Donc j'ai des routines, peut-être on fera un jour une émission sur l'hygiène de vie mentale et sur l'instauration de routines. Moi j'y crois énormément, parce qu'en tout cas ça marche pour moi. Et ça marche pour beaucoup de gens, pas que pour moi, ça je peux vous le garantir. Et donc une des choses que je me dis le matin, je me dis aujourd'hui quelque chose de merveilleux va m'arriver. Et ben, je programme mon cerveau pour voir quelque chose de merveilleux. Et avant de m'endormir, je me dis ça je m'y attendais pas et c'est arrivé, c'était merveilleux. C'est rien, ce sont des petites choses. Donc c'est comme ça que je vais cultiver cet état d'esprit. J'ai de la chance, je fais ce que j'aime. Est-ce que tu vas dire que c'est de la chance ou pas? Je sais pas. Mais en tous les cas, j'ai choisi de faire ce que j'aime et voilà. Moi, je crois pas beaucoup à la chance parce que je travaille dur pour ça. Et il faut travailler pour réussir pour designer sa feuille de route. Il faut travailler. Il faut travailler aussi pour mener à bien ses rêves. Ça ne vient pas comme ça. Mais on ne fait jamais la distinction entre le chemin qui est certes difficile, mais
qui est semé entre guillemets d'embûches et de sacrifices pour arriver à destination. Et les sacrifices qu'on fait sans pour autant que le résultat in fine accorde cette réjouissance ou cet enthousiasme au démarrage des journées. Et ce sont deux types d'efforts qui sont vécus de façon radicalement différente par... Mais je vais mettre un petit holà là, c'est pas tous les jours que ça doit être comme ça. Et c'est normal, il y a des fluctuations. Ok, on n'est pas une machine. Okay, c'est pas tous les jours que je vais démarrer ma voiture, elle va marcher d'ailleurs, c'est pas le cas en ce moment. mais c'est pas tout, on n'est pas des machines. Il y aura des jours qui seront plus difficiles que d'autres, et ces jours-là, parce que j'ai cultivé pendant les jours qui étaient plus agréables, j'ai cultivé cette joie de vivre. On parlait tout à l'heure de joie de vivre. Qu'est-ce que à ce moment-là, ça va quand même m'aider à traverser ces journées difficiles, parce qu'il y aura des jours difficiles, il y aura des imprévus. Sera le retour. Et puis moi j'aime beaucoup un verset du Coran qui dit Inna ma'al usri yusra. Ça ne veut pas dire que ça arrivera après. Ça veut dire que pendant qu'il y a la difficulté, il y a quand même de la lumière si je choisis de la voir. Si je choisis de la voir. Si je choisis donc le libre arbitre. Si je choisis de la voir. Nous, on choisit d'écouter, on ne choisit pas, c'est programmé. On va profiter de la respiration musicale et fort heureusement, on va rester à l'antenne jusqu'à midi. Et ceux qui veulent participer à cet échange, n'hésitez pas à nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. Nous reprenons la suite de notre émission des experts. Nous sommes ce matin avec Dina El Helou, qui est coach holistique, et nous parlons des conséquences du désalignement et des ressources qu'il faut avoir, entre guillemets, pour prendre les décisions qu'il faut. Et j'en reviens toujours à la force de l'exemple. Le courage ne s'enseigne pas. Et c'est toujours quelque chose qu'on puise chez autrui, dans l'observation qu'on fait, parce qu'il est contagieux, dans l'observation qu'on fait, qui nous donne envie. Il y a toujours cet effet de résonance, des fois quand on en manque, de trouver la force nécessaire dans des exemples et des histoires qui, entre guillemets, nous disent pourquoi pas moi et pourquoi je n'y arriverai pas. Et souvent, ceux pour lesquels il y a un pli naturel à accepter, disons, l'impermanence dans l'existence, et donc d'aborder le changement de façon beaucoup plus indolore et beaucoup plus naturelle d'une certaine façon. Souvent, dans les exemples familiaux, il y a beaucoup d'esprits, entre guillemets, pas nécessairement téméraires, mais qui ont fait, à un moment de leur vie, exemple de courage. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, Dina El Helou, mais c'est un appel en soi-même qu'on apprend ou non à accepter ou à rejeter. Oui. C'est une perspective, parce que pour moi, je pense que le courage est intrinsèque à l'être humain. Nous avons tous été courageux à un moment donné ou à un autre. On a tous fait preuve de courage à un moment donné ou à un autre. Donc parfois, peut-être quand il s'agit de certaines grosses décisions, on a besoin d'être inspiré et d'aller puiser ce courage dans l'exemple qu'on veut. Mais si on l'épuise chez autrui, c'est qu'il est quelque part. C'est qu'il est en nous, exactement. Parce qu'on a tous été courageux à un moment donné ou à un autre dans notre vie. On a tous pris des décisions qui ont été courageuses, ne serait-ce que quand on était enfant. Si on n'a pas été brimé, bien entendu. Oui. Mais quand on voit un enfant, il n'a jamais peur. Un enfant, la peur est inculquée, alors que le courage est intrinsèque. Oui. Il y a deux peurs fondamentales, seulement, chez un bébé. On le met à côté de serpent, il n'en a pas peur. Il y a deux peurs fondamentales avec lesquelles on est. C'est la peur du vide, oui, et la peur d'un cri strident. Oui. Ce sont les deux choses qui effraient un bébé. Parce que le cri strident va réveiller en l'enfant une réaction de peur naturelle, parce que c'est violent au tympan. Donc il y a une violence, c'est pour ça qu'il y a la peur. Mais lorsqu'il y a tout le reste, il n'en a jamais peur. C'est une construction. Nous sommes avec un auditeur qui nous a contacté, d'après ce que nous indique la régie. Nous sommes avec Saïd qui nous appelle de Casablanca, me semble-t-il. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Saïd, on est à votre écoute.
Oui, d'abord j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt, avec vraiment un intérêt particulier en fait, les réflexions en fait, menées par Madame Dina Lello. J'étais en fait très sensible à la question liée à l'introspection, qui est en fait une espèce comme ça de voyage intérieur. Je voulais juste savoir en fait si cette approche, je sais pas, introspective ou aussi l'introspection peut en fait nous aider à une meilleure connaissance de soi. Et puis un dernier aspect, Madame Lello a évoqué des questions, je pense, d'introspection. Est-ce que c'est un guide, c'est un document? Parce que vraiment ça m'intéresserait d'avoir une idée sur ce document. Est-ce que c'est une batterie de questions, c'est-à-dire pour sonder l'intérieur? Je voulais en savoir plus. Et puis, est-ce qu'il y a moyen, en fait, de partager ce document? Bonjour Saïd, merci pour votre question. Bonjour. Alors, c'est quelque chose que je donne aux gens que j'accompagne en général, mais je le partage avec plaisir avec tous les gens qui le demandent. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou sur Instagram, c'est dina.hello et je vous enverrai le questionnaire. C'est un questionnaire, oui, qui va justement permettre de répondre à ces questions que vous vous posez et qui va nous amener, qui amène la personne à faire ce cheminement introspectif intérieur. Non, si ça, est-ce que... Et juste par rapport à la question de la connaissance de soi, est-ce que le but c'est ça, c'est pour mieux se connaître, ou il y a d'autres objectifs, c'est-à-dire quand quelqu'un s'inscrit dans cette approche ou dans ce cheminement introspectif, comme vous dites, est-ce qu'en fait l'objectif, est-ce que c'est véritablement aller vers une meilleure connaissance de soi? Et puis connaître quoi en fait? Qu'est-ce qu'il y a à connaître par rapport à soi ou à soi-même? J'aime beaucoup votre question. J'adore votre question. Qu'est-ce qu'il y a à connaître par rapport à soi? Voilà, on parle beaucoup de connaissance de soi, mais qu'est-ce qu'il y aurait à connaître en fait? Alors, qu'est-ce qui nous motive? Comment nous avons pris les décisions que nous avons prises, parfois sans en pensant avoir réfléchi de manière, je mets entre guillemets, rationnelle, parce que nous ne sommes pas que des êtres rationnels, nous avons des émotions, nous avons des envies, nous avons des désirs, nous avons des appels de notre âme, de notre cœur, et donc faire un peu le tri dans tout ça. Alors moi j'aime pas tellement dire la connaissance de soi, parce que la connaissance de soi, quand on dit connaissance, on dirait qu'il y a que le soi est limité. Moi j'aime plus dire la découverte de soi, parce on se découvre de manière innocente, sans jugement, et surtout en comprenant que nous sommes en transformation, en changement perpétuel. C'est-à-dire ce que vous allez découvrir sur Saïd d'aujourd'hui, quand vous reposerez les mêmes questions dans 2 ans, et j'adore le faire régulièrement, c'est pour ça, quand vous allez poser les mêmes questions dans 2 ans et que vous allez ouvrir le papier, enfin vos réponses de l'année dernière et de celles d'il y a 2 ans, vous allez découvrir encore d'autres aspects, d'autres facettes de Saïd. D'accord. Donc c'est un cheminement de découverte de soi en conscience qui pour moi personnellement m'apporte énormément. Et c'est comme si je vous disais, il faut le faire, il faut essayer, voir qu'est-ce qui va en ressortir. Voilà, ça sera avec plaisir. C'est un travail d'exploration, un travail d'exploration, mais est-ce qu'on explore aussi une partie de son inconscient, ou c'est juste de la conscience? Ça dépend du degré d'intimité que vous avez avec vous-même. Parce que ces réponses, les réponses que vous allez noter sur votre journal, sur votre papier, vont refléter le niveau d'intimité que vous avez avec vous. Et plus vous répondrez à ces questions, plus vous serez en
proche de qui vous êtes réellement, de vous. Donc, comme vous savez qu'il n'y a aucune attente extérieure, que personne ne va, vous n'êtes pas en train d'écrire pour que ce soit lu par un autre regard. Donc, voilà, il n'y a pas de jugement. Et donc, est-ce que vous aurez la capacité à répondre sans tenir compte du jugement de soi? Voilà, et donc c'est un travail. Mais pour faire justement ce voyage intérieur, est-ce qu'il faut être dans un état de pleine conscience ou plutôt... Alors moi je recommande toujours de faire quand on va commencer à répondre à ces questions, je recommande toujours de le faire soit le matin au réveil parce que notre inconscient est à fleur de peau et c'est frais, soit le soir, et puis surtout ne revenez pas sur vos réponses, hein, ça c'est important. Quand vous écrivez quelque chose, vous l'avez écrit, n'allez pas raturer et écrire autre chose. Si vous l'avez écrit, vous dites « Ah, tiens, j'ai dit ça, mais en réalité, j'ai pas voulu dire ça ». Écrivez-le, mais ne raturez pas. Parce que même ce que vous avez dit qui ne vous paraissait pas juste, en réalité, il y a quelque chose en dessous que vous découvrirez plus tard. C'est vraiment un chemin. Donc avec plaisir, je vous l'enverrai. Envoyez-moi un message sur LinkedIn. Je vous enverrai un petit message. Merci beaucoup, Cissé. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Ça me fait énormément plaisir d'en savoir plus. Nous aussi d'échanger. Et ce que j'entends... alors, quel est l'objectif de mieux se connaître? C'est de limiter aussi les chances d'être en décalage avec soi-même. Mais c'est aussi, quand on découvre, entre guillemets, il y a de la joie. Parce que si on peut rafraîchir le regard sur soi-même, c'est qu'on est beaucoup moins rigide ou immobile ou figé qu'on a pu l'imaginer à un moment de sa vie. Parce que quand on avance dans la vie, surtout quand on construit une famille, quand on avance sur un chemin professionnel, on va s'identifier de plus en plus à certaines choses et ça va être... Est-ce que ça va être en cohérence avec nous ou pas? Voilà, encore toujours la même question. Mais ce qui est intéressant, ce que tu viens de dire là, Badel, c'est le fait que ce travail permet une réelle connexion à soi, qui va s'approfondir avec le temps. Donc moi je parle toujours, j'écris tous les jours, je fais du journaling tous les jours. D'ailleurs j'étais en train de ranger et j'ai compté les cahiers que j'ai depuis maintenant 25 ans et j'ai essayé de les mettre en ordre chronologique. J'en suis à plus de 70. Donc et j'ai jamais relu. À part, j'ouvre comme ça au hasard pendant que j'étais en train de ranger parce que fallait que je fasse ce travail depuis un moment et je tombe sur des choses, je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé, qui est cette personne dont je parle, qu'est-ce qui se passe, mais donc c'est fascinant, c'est vraiment fascinant. Oui. Et en réalité c'est vraiment pour apprendre à devenir son meilleur ami. Ne pas oublier qu'on se parle tous les jours, on en a déjà parlé la dernière fois, entre 80 et 100 000 pensées par jour. Ça veut dire qu'il y a un dialogue interne incessant. Alors prendre 5 minutes ou 10 minutes, j'aime bien que ce soit 10 minutes par jour pour mettre ce dialogue interne sur du papier, croyez-moi, ça fait des miracles et ça change énormément de choses dans la relation à soi et aux autres. On se retrouve dans quelques instants, chers auditeurs, et vous pouvez bien sûr nous joindre pour les dernières minutes de l'émission. Pour cela, il vous suffit de nous contacter après la respiration musicale ou pour moi. C'est toujours 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes surtout avec Dinel Hello, qui est coach holistique, et nous évoquons ce matin les ressources nécessaires qui permettent, entre guillemets, d'entreprendre des changements, des fois dans sa vie, et dans sa vie professionnelle en particulier. Effectivement, il y a parfois un cheminement à faire, et il y a toujours le chemin à faire, quel que soit le domaine, Dinel Hello. Alors, sur ce chemin, on est toujours en train de marcher, on est toujours en évolution perpétuelle par définition. Alors, il y a effectivement, disons, non pas seulement des conseils, mais des choses qui, dans l'ordre pratique, peuvent, entre guillemets, faciliter ce chemin. Parce que quand on dit qu'il y a un chemin, il faut aller d'un point A à un point B, et il faut aller quelque part, où il faut, on sent en soi la volonté de se mouvoir ou de faire une certaine distance par rapport à l'endroit où on se trouve aujourd'hui. Pour faire cette distance-là, quand on est accompagnant,
on accompagne, quelle est la part de responsabilité, qu'est-ce qu'on peut partager entre guillemets avec ceux qui en expriment le désir, Dina El Helloul. Exprime le désir de changement, de transition de vie. Oui. D'abord, poser les bonnes questions pour savoir d'où vient cette envie. Donc encore une fois, de poser les questions qui vont amener la personne à discerner l'impulsion, les prémices en elle-même. Oui, les enthousiasmes éphémères. Parce que parfois ça peut être un enthousiasme éphémère, ça peut être une partie de nous qui a envie de le faire pour les mauvaises raisons. Les mauvaises raisons. Voilà. Oui. Donc ça, c'est le rôle de l'accompagnant, de poser les questions afin que la personne puisse discerner si ce sont des raisons qui vont lui être profitables ou pas. Et ensuite, aller dans ce chemin d'introspection pour prendre la décision. Une fois que la décision est prise, quel est le premier pas, la première action? Il faut tout de suite il faudrait que ce soit tout de suite actionnable pour que ça prenne réalité dans l'inconscient de la personne. Matérialiser. Il faut tout de suite matérialiser. Moi, j'aime toujours commencer par matérialiser par l'écriture. J'ai quelque chose avec l'écriture. Je pense qu'il faut toujours, comme on dit, même cette bouteille, ce téléphone était d'abord un dessin. Donc on matérialise d'abord. Bon, maintenant, c'est vrai, on fait tout sur ordinateur, mais ça, il faut que ce soit visuel. Okay, il faut qu'il y ait une connexion aux 5 sens. Il faut sentir, il faut se projeter. Qu'est-ce qui va changer dans ma vie? Qu'est-ce qui va changer en moi? Qu'est-ce que ça va impacter dans ma vie? Les personnes que ça va impacter. C'est très important parce que nous avons tous des relations qui sont directement liées à nos choix de vie. Donc, à moins que l'on soit seul, ce qui est très rare chez nous dans notre pays, grâce à Dieu, nous vivons toujours en communauté. Et donc c'est un travail à faire avec soi, mais c'est toujours mieux d'avoir ce qu'on appelle sounding board, quelqu'un avec qui faire des allers-retours et s'entendre, et se projeter à haute voix, à part seulement de le faire par écrit avec soi. C'est parfois des amitiés. C'est un terrain qui est à double tranchant. C'est un terrain qui est à double tranchant, Dina El Helloul. Oui, parce que dans l'amitié, dans les relations où il y a une émotion qui est impliquée, il y a toujours des projections qui sont faites, inconscientes. Okay? C'est très dur d'être neutre avec une personne avec laquelle nous avons une relation, de quel que soit l'ordre. Alors que quand on est avec un accompagnant qui n'a aucune, il n'y a aucun, comment on appelle ça, il n'y a aucun enjeu, il n'y a aucun enjeu et aucun affect. Okay? Donc là, ça sera beaucoup plus objectif. On pourra être plus objectif avec soi. Oui. Et parfois, on va partager certaines choses avec des amis qui vont projeter aussi une partie de nous qui n'existe plus. Ça, c'est très très courant. Et ça se passe beaucoup dans les familles. Parce qu'on a grandi avec un frère ou une sœur comme ça, l'un ou l'autre a changé, mais il y aura toujours cette projection qui va être faite par le frère ou la sœur en disant « mais toi, de toutes les façons, tu ne pourras pas faire ça parce que toi, tu es comme ça ». Donc il faut faire attention. Il n'y a pas comme nous qui nous figeons, c'est aussi le regard qu'on porte sur eux. Le regard que nos familles portent sur nous est très très souvent figé. Et on ne s'en rend pas compte. Et comme nous portons un regard figé sur les membres de notre famille, attention, comme tu as dit, c'est double, voilà, c'est des deux côtés et c'est à double tranchant. Parce qu'en même temps, il y a le côté où je veux le meilleur pour toi, mais est-ce que je vais pouvoir te laisser l'espace pour que toi tu fasses ton expérience si cela implique que tu partes, ben voilà. C'est plus délicat. Exactement. C'est plus difficile, Dina El Helloul. Alors on commence par la visualisation, ou à matérialiser, disons, les premiers pas. Mais il y a aussi la nécessité des fois de sourdre, entre guillemets, certaines voix en soi-même qui vont nous dissuader. Les mauvaises raisons, on trouve toujours le moyen de s'exprimer, et parfois par des atours extrêmement rationnels. Dina El Helloul.
Évidemment, parce que ça, les mauvaises raisons vont s'exprimer c'est une conséquence de notre conditionnement. C'est un conditionnement de notre enfance. Donc on va avoir la voix qu'on a matérialisée en nous, la voix du père ou de la mère ou du prof de l'école qui a cette croyance vis-à-vis de nous. Ah oui, alors, il est venu stylo à la main et puis du papier. Donc c'est pas un professeur, c'est commercial qui nous a rejoint un peu plus tôt que prévu. Il va nous présenter à l'instant même les actualités, un journal d'information en langue arabe. Je te remercie Diane. Merci Badr. Notre émission est arrivée à son terme. Ahmed Eloua va prendre le relais pour la tranche suivante, Atlantique Midi. Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi.